j'ai trouvé cette formule. Et si l'astrologie était comme un parapluie pour aborder d'autres choses, je pense que tout le monde cherche la foi ou une source pour savoir ce qui va leur arriver. Mia? Pineda est le stratège qui a transformé des voix marginalisées en marques puissantes, partant de la base pour faire grandir des mouvements. Elle maîtrise l'influence avec intégrité. Je commence par « Quel est ton concept de toi-même? Qui crois-tu être ?» Et je crois que le thème natal est un excellent point de départ pour commencer à démêler, à changer le récit. De cette façon, tu comprends qui tu es et tu éclaires ton potentiel. Tous les entrepreneurs, toutes les personnes que j'admire, ils n'ont pas des thèmes faciles, ils ont des thèmes très difficiles et cette difficulté dans leur thème, c'est le même muscle qui les pousse à traverser toutes les épreuves. Son travail associe narration audacieuse, création de communautés et culture de l'action pour générer de l'impact. Elle conseille et incarne ce qu'elle enseigne. Alignée, courageuse, guidée par un but. La foi est saine quand elle se remet en question. Remets aussi en question ce que je dis. Comment l'as-tu vécu? Tu dois avoir ta propre vie, tu dois faire tes propres choix. Je me concentre davantage sur les grandes tendances que nous allons voir se dérouler au fil du temps afin que les gens puissent les étudier, les développer et s'en faire une idée. Mia, tu as créé l'une des plus grandes plateformes d'astrologie au monde en enseignant ce que peu d'astrologues enseignent. Ils peuvent complètement réécrire ce que leur thème astral dit d'eux. Explique-moi pourquoi c'est si novateur et si peu courant dans le monde de l'astrologie. Tout d'abord, je pense que tout le monde cherche, disons, la foi ou une source ou, dans ce cas, l'astrologie, pour savoir ce qui va leur arriver. J'ai besoin que quelque chose me dise que ça ne va pas durer éternellement. Cette rupture, la perte d'un emploi ou la perte d'une personne. J'ai seulement besoin de quelque chose qui m'apporte une certitude extérieure. Je pratique l'astrologie kabbalistique et tout le fondement est que la certitude est en vous. Je ne vais ni t'enseigner ni te le dire, comme soit dépendant de moi ou de l'astrologie ou soit dépendant d'une réponse en dehors de toi-même. Créons les réponses, je crois, comme si nous pouvions tous créer ce refuge à l'intérieur de nous. Cet endroit où aller, mais cet endroit doit être comme un roc stable, même dans la tempête, si tu veux le voir comme ça. Et cela va arriver quand tu comprendras comment tu penses, quand tu écouteras les choses que tu te dis à toi-même. Et l'endroit où je commence, c'est en regardant quel est ton concept de toi-même. Qui penses-tu être? Et à partir de là, je commence à créer avec mes clientes et mes étudiantes les piliers de la personne que tu veux devenir. Je pense que si tu veux être d'une certaine façon, tu en as le potentiel. Pourquoi n'avons-nous pas les mêmes désirs? Par exemple, je ne veux pas être présidente des États-Unis. Et toi? Non, moi non plus. Donc peut-être que c'est pareil, mais beaucoup de... D'autres choses. Oui, mais par exemple, peut-être que tu veux devenir une grande podcasteuse. Ce n'est pas un de mes désirs, j'en ai d'autres. Et je crois vraiment que cette graine du désir, si elle est en toi, c'est parce que tu as quelque chose là-dedans. Une lumière qui peut être allumée pour la développer. Donc je commence vraiment par « OK, qui penses-tu être? Qu'est-ce que tu sais jusqu'à présent? » Et je crois que le thème natal est un excellent point de départ pour commencer à démêler, mais aussi à changer le récit. De cette façon, tu crées de nouveaux chemins neuronaux, tu comprends qui tu es et tu éclaires le potentiel de ce que c'est. Mais tout est basé sur la Kabbale parce que l'astrologie kabbalistique t'explique que chaque position dans ton thème natal n'est pas comme. Le credo du destin, c'est bien, nous l'avons. Comment souhaitons-nous le développer? Ça te donne au moins cette idée de liberté, de dire que tu peux faire une pause et choisir si tu veux aller dans cette direction ou dans l'autre. Et je crois au pouvoir de prendre cette place en toi pour que tu puisses penser « j'ai le choix, j'ai toujours le choix d'être réactive ou de répondre à cela ». Je pense que c'est la différence. J'adore ça. La raison principale, c'est que mon plus grand, je ne veux pas dire problème. Je ne connais pas grand-chose à l'astrologie, mais je dirais que mon plus gros problème avec le fait de suivre quoi que ce soit qui semble placer la responsabilité en dehors de soi-même. Ça peut être une religion, ça peut être une pratique spirituelle, ça peut être l'astrologie, ça peut être n'importe quoi qui dit. Je ne suis pas responsable de ma propre vie parce que c'est ce que l'univers a dit qui devait m'arriver. Je trouve que c'est une attitude très défaitiste, je trouve ça très déprimant. C'est presque une prophétie autoréalisatrice.
Tu te dis que si ce n'est pas pour toi, tu abandonnes. Et la raison pour laquelle je n'aime pas cette idée, c'est parce que j'ai constaté exactement le contraire dans ma vie. Si je mets assez d'énergie, d'effort et de force vitale dans quelque chose, je constate que le monde commence à changer et à se plier à ma volonté. Et je pense que c'est l'une des idées les plus fortes. Et je ne pense pas que ce soit facile, et ce n'est pas seulement mon idée. Beaucoup de grands entrepreneurs croient en cela. S'ils mettent assez d'énergie dans quelque chose, le monde finira par leur permettre de trouver une solution. Et j'aimerais juste que plus de gens n'abandonnent pas avant même de commencer simplement parce qu'ils pensent qu'ils ne sont pas faits pour ça, si cela a du sens. Et j'aime la version de ce dont tu parles parce que tu dis comprends qui tu es. Grâce à l'astrologie, aux cartes du ciel et à tout ce que nous pouvons lire et comprendre, et ensuite utilise cela pour organiser ta vie et façonner ta vie. Et prends-le comme un guide, mais pas comme une sentence. Exactement. En fait, je suis née dans l'astrologie dans le sens où c'était la langue parlée dans ma famille. Dieu merci, ma grand-mère qui m'a élevée ne l'a jamais utilisée comme comme une sentence, tu vois. Mais ensuite, quand j'ai commencé à m'intéresser moi-même à l'astrologie toute seule et que j'ai commencé à comprendre ce qu'il y avait derrière, le côté mathématique et tout ça, d'abord, je sortais de cette... Une personne influente en astrologie dans ma ville natale m'a dit « Tu n'accompliras rien à cause de ton thème astral ». Et puis, je me suis accrochée à l'astrologie pour trouver une réponse différente en développant mon sens de l'astrologie, en lisant des livres, en étudiant par moi-même. J'ai en quelque sorte trouvé cette formule. J'étais très jeune, j'avais peut-être 16 ou 15 ans, et je me suis dit, et si l'astrologie était comme un parapluie pour travailler sur d'autres choses? Et encore aujourd'hui, je fais ça professionnellement depuis 18 ans maintenant. La façon dont je sens que j'attire les gens, c'est à travers l'astrologie. Mais si tu cherches un horoscope qui te dit que ça va t'arriver et que tu n'as même pas besoin de lever le petit doigt, tu vas peut-être penser « Mia n'est pas faite pour moi ». Parce que dans chaque like, que ce soit un tweet, une vidéo, un mème, peu importe, c'est comme si je te disais « OK, je t'emmène ici ». Ah, mais regardons plus loin et travaillons sur nous-mêmes. Je ne suis pas celle qui te dira ce qui va arriver et que tu n'as rien à faire. Ou l'autre chose que je ne fais pas, c'est avoir peur. Beaucoup d'astrologues utilisent la peur, surtout récemment, comme appât ou comme moyen d'obtenir beaucoup de clics sur YouTube avec des titres comme ceux-ci. Et je crois que les gens n'apprennent pas par la peur. Vous n'allez pas vous ouvrir pour apprendre et grandir simplement par la peur. La peur, en effet, est efficace. Mais je crois vraiment que la chose la plus efficace que vous puissiez faire à long terme, c'est de travailler sur vous-même, de croire en vous. Comme tu l'as dit, quand tu crois que quelque chose va arriver et que tu y mets toute ton énergie, je crois que le monde s'adapte à toi parce que tu commences à chercher des moyens, alors que si tu te dis simplement que ça n'arrivera pas, tu te fermes les yeux à cette possibilité. Si tu penses que ça va arriver, tu vas voir des fenêtres, là où tu voyais des murs, tu vas faire en sorte que ça arrive. Et j'y crois vraiment. Tous les entrepreneurs et personnes que j'admire, ils n'ont pas des cartes faciles, ils ont des cartes très difficiles. Et cette difficulté dans leurs cartes, c'est le même muscle qui les pousse à traverser toutes les épreuves. J'ai vu des cartes très faciles et des gens très à l'aise. Donc je crois vraiment que ce petit défi, ce petit feu, c'est ce qui fait que le monde se plie à toi. Donc, si tu reviens à l'époque où tu étais enfant, en train de grandir, et tu as mentionné plus tôt qu'il y avait cet astrologue qui avait dit que tu n'arriverais jamais à rien. Évidemment, bon, ça ne s'est pas passé comme ça. Du coup, est-ce que tu as pris ça comme une motivation pour prouver qu'il avait tort? Je dois faire quelque chose qui va prouver que cet astrologue a tort. C'était presque comme une motivation. Tu sais, Emma, il y a beaucoup de questions que les gens me posent et j'étais tellement jeune que maintenant, dans la quarantaine, je peux le voir d'une autre manière. C'était très différent quand j'étais adolescente, mais je suis née dans des conditions très différentes de celles de mon entourage. Ma mère m'a eue très jeune, j'ai été élevée par mes grands-parents et quand j'ai eu environ 14 ou 15 ans, j'avais cette question brûlante qui m'empêchait de dormir parce que ma mère m'a eue très jeune et nous ne vivions pas ensemble. Elle est venue aux États-Unis pour finir le lycée. Je suis restée au Venezuela. Je me rappelle qu'à chaque appel à ma mère, je lui demandais « Pourquoi m'avoir eu ?»
Qu'est-ce qui t'a poussé à faire le choix de m'avoir? Tu étais super jeune. Et cette question brûlante, je me disais, pourquoi suis-je venue ici? Comme d'autres personnes dans ces circonstances auraient choisi autre chose pour gérer la situation différemment. Je ne me suis pas dit que j'étais venue pour quelque chose, mais plutôt, qu'est-ce que je fais ici? Et personne ne pouvait répondre à cette question pour moi. Je lui ai demandé et elle m'a dit, oui, je ne sais pas. Les choses arrivent comme ça, ceci et cela. Et moi, je me disais, non, il doit y avoir une raison. Pour information, ta mère avait 14 ans quand elle t'a eu. Ce n'est pas comme si elle avait 18, 19 ou 20 ans. Elle, N'en avait aucune idée exactement. Mais je lui posais cette question quand elle avait peut-être 30 ans, déjà 30 ans, mais elle n'avait toujours pas de réponse à me donner. Alors, je vais voir cet astrologue et il me dit, je ne sais pas, tu aurais dû venir au monde. Ton soleil est à côté du nœud sud. Eh bien, ne t'attends pas à grand-chose de la vie. Et tu sais, j'économisais pour avoir cette consultation, j'économisais mon argent de la semaine. Et c'était comme mon cadeau. J'obtenais mon diplôme du lycée à 15 ans et c'était mon cadeau pour moi-même. Avant de choisir ma carrière à l'université, je me demandais philosophie ou école de droit. Je vais aller voir ce gars-là et ensuite je vais faire mon choix. Et toute l'heure de consultation, c'était une chose déprimante après l'autre. Et je me souviens être rentrée à mon appartement avec cette petite cassette où tout était enregistré et genre ce dossier. Et je me suis dit, je n'ouvrirai plus jamais ça. Ça ne peut pas être ça. Il doit y avoir autre chose. Je ne sais pas si à ce moment-là, j'ai voulu prouver au monde qu'il avait tort. Dans ma vie, je n'ai jamais cherché à prouver aux autres qu'ils ont tort. Ce n'est vraiment pas moi. Je n'ai pas l'impression que ce soit l'un des piliers principaux de ma personnalité. Je pense que c'était surtout une question de survie. Non, 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 je suis déjà là. Voyons ce qui va se passer. Mais je n'avais jamais eu d'idée de comment, ni de quelle manière ou dans quel sens. J'ai commencé la fac de droit et j'ai adoré. J'ai exercé comme avocate 2 ou 3 ans. Je n'ai jamais pensé que j'allais changer le monde, mais c'est ce que je fais. J'ai toujours su que je suis une personne très sensible et que je ressens les choses très profondément. Mais tu sais quoi? Les choses arrivent comme elles doivent arriver. Quand j'ai déménagé à Miami, les circonstances m'ont poussé à chercher refuge à nouveau dans l'astrologie. Et puis je me suis dit, je ne sais pas, je suivais simplement quelque chose qui me faisait du bien. J'ai entendu cela il y a très longtemps par Monica Berg au Centre de la Kabbale. Elle a dit « La façon dont tu sais que tu es connecté à ta mission, c'est parce que cela t'illumine. Ce n'est pas forcément ton travail, mais tu te sens plus éclairé. Tu as envie de donner, tu sens qu'il y a plus en toi que tu veux développer. Et parfois aussi, tu vas faire des choses qui te contractent, simplement. Parfois, c'est un traumatisme, parfois la peur, mais certaines choses ferment simplement ton cœur. En arrivant à Miami et en allant au centre de Kabbale, j'ai compris le potentiel au lieu de penser au destin ou à une sentence. Je me suis dit qu'il y avait quelque chose et j'ai commencé à tweeter. Et je me suis dit, je veux juste voir si ça peut aider quelqu'un qui se sent comme moi. C'est comme s'il y avait une route barrée. De mon point de vue, je cherchais quelque chose qui me dise « OK, ça ne sera pas comme ça pour le reste de ta vie. Les choses vont évoluer, les choses vont changer. » Je sentais une impulsion en moi, plus d'énergie, moins de peur, et je poussais sans cesse. Et ça continue d'arriver, tu sais, comme l'année dernière, même si je fais ça depuis longtemps. À la fin de 2024, il y avait une situation très difficile que je traversais, et ça a déclenché la même sorte de feu. Et quand 2025 a commencé, je me suis dit, je vais faire tout ce que je n'ai pas fait à cause de la peur. Et me voilà en train de te parler de faire un podcast en anglais. Parce que ce que je veux dire, c'est que ce n'est pas comme si je savais ce que j'allais faire. J'ai ressenti cette flamme et c'était génial pendant 18 ans. Parfois, cette peur ou cette carapace revient, un déclencheur survient et je me dis « OK, je vais dépasser ça ». Mais ce n'est pas pour prouver aux gens qu'ils ont tort. C'est parce que je sens qu'il y a quelque chose comme si ça m'ouvrait, ça m'élargissait. tu sens que tu suis l'énergie. Oui, je suis l'énergie et j'adore ça. Tu l'as bien dit. T'as dit non, c'est très fort. Juste parce que, comme tu dis, ça me parle beaucoup. Je ne sais pas toujours pourquoi j'agis ainsi. Exactement, oui. Mais tu suis simplement ce qui te fait du bien, ce qui te semble juste, ce qui te donne de l'énergie et ne t'en enlève pas. Je pense que toute ma carrière, au travail comme avec les gens, a été marquée par le fait que certaines personnes m'apportent de l'énergie, d'autres non.
et pour une raison quelconque, quelle que soit la mission pour laquelle j'ai été mis sur cette terre. Même quand je suis fatigué et stressé, quand je fais ça, c'est comme si à chaque fois... Le temps disparaît. Ouais, je n'ai jamais ressenti ça. J'ai exercé de nombreux métiers et réussi dans divers domaines. Exactement comme ça. Je suis curieux de savoir comment tu transformes quelque chose qui t'a donné de l'énergie, qui t'a passionné, comment tu fais pour en faire un vrai métier. Parce que c'est quelque chose que beaucoup de gens aimeraient pouvoir faire, mais qu'ils ne réussissent pas à faire. D'accord. Chaque entreprise est unique. Et dans mon cas, quand j'ai commencé à faire ça de façon professionnelle, je venais tout juste de m'installer aux États-Unis. J'avais un travail de 9 à 5, souvent prolongé de 6 à 10. J'ai eu beaucoup de chance d'avoir des personnes dans ma vie qui m'ont guidée sans être des coachs. Je lisais le post d'une amie il y a 2 jours qui disait « L'une des choses que je recherche chez les gens, c'est qu'ils soient capables d'apprendre. Parce que quand on rencontre quelqu'un qui n'est pas prêt à apprendre, qui pense tout savoir, il ne se passe rien avec cette personne. » Je me suis dit « Je peux apprendre. » Je m'ouvre pour écouter les personnes qui savent des choses que je ne connais pas. Et même si tu dis quelque chose qui me dérange, je reste ouverte. Comme t'écouter et me demander qu'est-ce qui me dérange là-dedans, je comprends que ce biais, c'est quelque chose en moi. En commençant, j'avais une amie. Elle vivait au Venezuela et elle travaillait pour une entreprise qui gérait l'image de marque personnelle. En 2009, je ne savais pas ce qu'était une marque personnelle, où à cette époque, on ne parlait pas de contenu, on ne disait pas créer du contenu. Je me souviens que le mot influenceuse est apparu en 2013, mais à l'époque, je n'en avais aucune idée. Et elle m'a dit « Tu as ce blog sur Blogspot, c'est bien, tu utilises déjà Twitter. Ouvre ton Twitter et ne le garde pas privé. Commence à tweeter et à publier tout ce que tu fais sur ton blog. Et je ne pense pas du tout à l'argent. » Donc, ce qui m'est arrivé, c'est qu'en tweetant, j'ai eu des contacts de personnes qui voulaient que je fasse l'horoscope pour le journal, ceci ou cela. Et la chose qui a tout changé, comme cette étincelle, ce déclic par rapport à l'argent en moi, c'était ça. J'ai découvert qu'une des personnes qui publiait mes horoscopes faisait payer des publicités sur la page de l'horoscope parce qu'elle avait beaucoup de clics. Je n'avais aucune mauvaise intention, rien n'était motivé par l'argent, ce n'est pas dans ma nature. En voyant ça, je me suis dit, attends une minute. Il gagne de l'argent grâce à moi. Il gagne de l'argent grâce à moi et ce n'est pas juste. Et en plus, je travaille à 2 endroits, donc attends. Et elle me dit, non, c'est des gamasses, faisons-le, créons un abonnement. Et moi, je lui dis, comment? Personne ne paiera pour ça. Elle me répond, tu verras, j'ai déjà cherché des pages payantes. Et je pense que peut-être le New York Times, c'était un journal qui commençait à faire payer pour certains articles, pas tous. Et je me disais, ça ne va pas marcher, ça ne va pas passer. Tous mes gens, toutes les personnes qui me suivent net sur Facebook ou Twitter, sont en Amérique latine, je fais payer en dollars. Je pensais que ça ne marcherait pas. Je me souviens qu'on a lancé l'abonnement en 2011. Donc, c'était comme quelques années où je travaillais gratuitement. À ce moment-là, je prends la décision parce que j'ai été licenciée de mon poste de consultation. Donc, je reçois des gens les uns après les autres. Je facturais peut-être 150 par consultation, 1 heure à lire votre carte du ciel, les transits, ceci et cela. En parallèle, j'étudiais pour obtenir une bonne perspective et recevais des gens. Au début, j'avais peur d'accueillir des gens et de manquer de professionnalisme. Je faisais tout pour être professionnelle, y consacrant temps et effort, sans aucun modèle. C'était un genre de syndrome de l'imposteur. Oui, car si tu retournes en 2011 dans l'astrologie, ce modèle n'existait pas pour que je puisse me dire « D'accord, il ou elle le fait comme ça, je peux le faire comme ça », donc j'ai dû un peu faire semblant jusqu'à ce que j'y arrive vraiment. Créer ces connexions neuronales pour me dire « D'accord, ça arrive, je vais me convaincre d'être cette personne ». Je m'occupe des gens et je gagne un peu d'argent. Nous avons lancé un abonnement et ensuite l'abonnement est soit mensuel, soit tous les 6 mois. Et je me dis, d'accord, c'est un paiement récurrent. Je peux commencer à faire un plan. Mon premier plan n'était pas d'acheter, je ne sais pas, un sac à main ou quoi que ce soit. Je me disais, il me faut une graphiste, quelqu'un pour m'aider. J'ai refusé de débuter sur Instagram car je me demandais comment traduire l'astrologie en images. Je ne savais pas comment parler, par exemple d'un alignement ou d'un transit. Est-ce que je vais prendre une photo de la carte de la planète? Qu'est-ce que je vais faire?
J'ai alors pensé, peut-être que je peux poster ça en disant que c'est comme Vénus en Scorpion, cette tenue ou autre. Donc, je me suis dit, d'accord, quand j'ai ouvert Instagram, le monde s'est vraiment ouvert parce que tout le monde allait sur cette plateforme de réseaux sociaux. Et puis, je me suis mise à promouvoir mon abonnement, mon entreprise. Si tu voulais un horoscope, tu devais venir le recevoir chaque dimanche. Mon abonnement incluait aussi un cours quotidien, comme le lundi ou le mardi. Chaque jour, tu avais un cours de 40 ou 50 minutes pour apprendre à lire ton thème astral. Et ça a cartonné. Je ne sais pas comment, je ne comprends toujours pas comment c'est arrivé, mais c'est arrivé. Et puis, je me suis un peu organisée financièrement. Mais mon premier réflexe a été de me dire qu'il me fallait une équipe, qu'il me fallait des gens. Je ne peux pas faire tout ça toute seule. Eh bien, je pense que, enfin, tu dis que tu ne sais pas comment c'est arrivé, mais je pense que c'est arrivé parce que tu as commencé. Pour beaucoup, le principal obstacle en affaires ou ailleurs est simplement de commencer, mais aussi simplement travailler beaucoup. Je pense que tu as juste, on dirait que tu as simplement beaucoup travaillé. J'ai beaucoup travaillé. Et aussi, tu sais quoi? Ce n'est pas de la magie, c'est beaucoup de travail acharné. Il y a beaucoup de gens qui sont décédés très tôt. Il y a une énorme différence parce que je pense que les premiers utilisateurs, nous avions beaucoup d'opportunités à ce moment-là. Quand je me regarde, je repense à 2012 et 2013. Par exemple, les émissions de télévision, les magazines commençaient à comprendre que le contenu allait venir de ces personnes sur les réseaux sociaux. Donc, beaucoup de gens frappaient à la porte en disant « Fais ça pour moi, viens à cette émission télé, viens à celle-là ». Donc, j'ai eu tellement d'opportunités que je ressens aussi en tant qu'être humain. Quand on voit que quelque chose est reconnu, qu'on reçoit des applaudissements, ça nous motive beaucoup. Si je débutais l'astrologie maintenant, beaucoup craignent déjà du contenu à ce sujet sur les réseaux sociaux. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que les premiers adoptants, nous avons cet avantage que tout le monde nous cherchait au début. Et si tu continues à le faire, tu as une autorité dans le domaine, parce que tu le fais depuis 12 ans, 15 ans. Mais comment fais-tu? Comment fais-tu? Oui, je suis d'accord, mais comment fais-tu pour te réinventer afin de rester pertinent? Et toi, quelle est la stratégie? Parce que je suis d'accord. Les premiers adoptants ont cet avantage, mais il faut quand même trouver un moyen de maintenir l'enthousiasme de ton public ou de tes clients. Alors voilà, en astrologie, mais il se passe quelque chose chaque jour, comme les planètes qui bougent. Donc, en ce qui concerne le contenu, par exemple, imaginons que je sois une influenceuse mode. Je serai attachée aux tendances automne-printemps. Je ne sais pas, je ne suis pas une influenceuse mode. Il faut continuer à surveiller les marques, je suppose. Mais comme astrologue, il se passe quelque chose chaque jour. Donc, je n'ai pas à me demander de quoi je vais parler. Je sais déjà quel transit va se produire en décembre et j'en parle déjà. Je n'ai même pas besoin de parler de moi, il se passe quelque chose tous les jours. Comment est-ce que je crée, comme l'attractivité? Je pense que c'est ma façon de m'exprimer. Je crois que je peux transmettre de la passion parce que j'aime vraiment ce que je fais. Et l'autre chose qui se passe, c'est qu'en tant qu'humain, on s'adapte, quelque chose arrive, quelque chose change. J'ai commencé à faire ça quand j'avais environ 23 ans et j'étais une jeune femme célibataire à Miami. D'accord, donc de 23 à un peu plus de 30 ans. J'ai eu des rendez-vous, j'ai vécu beaucoup de ruptures, j'ai traversé une période un peu comme dans Sex and the City et je n'ai jamais exposé ma vie privée. Mais j'avais un contrat pour écrire un livre, je crois que c'était 5 ou 6 livres. Oui, un bon contrat d'édition. Et 2 de ces livres portaient sur les relations amoureuses. Et ça parce que je ne suis pas du genre à dire, comme dans cette histoire, mon petit ami est parti, non. Mais j'ai expliqué toute l'histoire dans les livres avec un peu d'astrologie. Par exemple, il était Scorpion. Voilà ce qui s'est passé. Je pense que c'était un vrai tournant car les livres ressemblaient vraiment à Sex and the City. J'avais des personnages, c'était mes amis, visibles sur les réseaux sociaux. C'était lumineux, un tournant. Ensuite, je suis partie en tournée pour mon livre avant de revenir à Miami après 3 ou 4 mois de voyage. Je vais à mon premier cours de yoga et je ne sais pas quoi attendre. Je n'ai pas fait de dépression, mais j'ai pensé « Oh mon Dieu, ma vie change ». J'ai alors décidé de continuer le yoga et d'obtenir ma certification. Et ensuite, j'ai emmené mes abonnés se faire certifier en yoga et en kabbale. J'ai emmené toutes ces personnes dont je parle et ce n'est pas un mensonge. Je cherche des réponses en disant « D'accord, j'ai suivi un cours de nutrition et un atelier sur les hormones l'an dernier et maintenant il s'agit de la périménopause. Et ça ressemble au transit lunaire.
un peu comme nos cycles. Je trouve toujours des moyens de relier tout dans la vie à l'astrologie. Je pense donc qu'en tant que femme ou amateur d'astrologie, c'est intéressant de voir des expériences réelles avec ce parallèle. Mais je pense que c'est une réinvention. Je n'ai pas vraiment cherché ça. Je vis juste ma vie. Alors j'ai quelques réflexions que j'aime. Tout d'abord, je trouve ça très sage. J'espère que je vais réussir à expliquer ce que les gens doivent vraiment comprendre. Oh, d'après ce que tu as fait, je ne sais pas si tu l'as fait exprès, je pense que tu comprends pourquoi c'est si bien avec ton contenu. Mais la première idée, c'est que c'est comme pourquoi la musique de Taylor Swift est toujours meilleure quand elle rompt, parce que elle a genre de l'expérience. Mes cours étaient incroyables à chaque rupture, laisse-moi te dire. Je sais, laisse-moi. Te dire quel transit pour un fils à maman, voilà le truc. Donc, c'est ce que je pense de beaucoup de créateurs de contenu. Et je dis créateur de contenu. Tu gères une entreprise, mais tu es un créateur de contenu. Un créateur de contenu, c'est une entreprise. Sans bon contenu, ça tombe à plat et les gens ne te suivent pas. Mais pour être un bon créateur de contenu, tu dois vivre la vie que tu dois vivre. Tu dois aller faire des trucs. Ouais, tu dois sortir, voyager, explorer, créer. Des erreurs. Ouais, tomber. Se relever encore? Encore une fois, je déteste ce mot. Tout le monde déteste authenticité, mais c'est ça, amener ta vie dans ton contenu. Voici un exemple de comment cela m'affecte. Par exemple, même avec le podcast, quand j'ai commencé ce podcast, il y a un peu plus de 6 ans maintenant, je n'apportais rien de ma vie dans le podcast. J'étais terrifié, je refusais de parler de ma vie, de ma relation ou du travail. Maintenant, j'apporte tout dans le podcast et ça marche beaucoup mieux parce que maintenant les gens ont l'impression de me connaître. Ils ont encore des podcasts et du contenu, mais ils comprennent cela. Je viens de passer 2 mois à Dubaï pour régler une transaction immobilière. C'était vraiment compliqué. Et je parlais à quelqu'un qui est très impliqué dans l'immobilier et c'est ça qui oriente la conversation. Mais en fait, tu apportes ta vie dans ton contenu et alors les gens sentent que tu n'es pas juste une tête parlante qui leur parle sans arrêt. Ils vivent par procuration à travers toi. Et ensuite, tu fais le lien avec ce que tu fais dans la vie, c'est-à-dire l'astrologie. Puis, soudain, cela devient pertinent pour ton contenu principal et ton activité. C'est, selon moi, l'une des remarques les plus pertinentes sur la création de bon contenu dans cette émission. Va vivre ta vie, ouais. Mais je dois dire quelques mots à ce sujet. Je suis moi comme toi. Je ne partage pas mon quotidien ni ne cherche à créer de l'engagement autour de ma vie sur mes stories. Je parle de mes ruptures dans un livre, car j'avais l'impression que c'en était un, tu vois? C'est arrivé, tu lui as donné de l'espace et ensuite tu l'as intégré. Mais voilà le truc. Par exemple, 2025 a été une année astrologiquement parlant de grands changements. Et je n'aime pas suivre quelqu'un qui parle de quelque chose sans aller jusqu'au bout. Par exemple, je parle de changements et tous ceux qui me suivent savent que cette année, j'ai fait d'énormes changements. Je ne vais pas seulement en parler, je vais le vivre. Mais une autre chose que je trouve importante, mais ça c'est dans le monde de l'astrologie a toujours été liée à la spiritualité. Pour beaucoup de gens, la spiritualité, c'est « je ne mange pas de viande, je ne fais pas d'erreur ». Si je connais l'astrologie, je sais ce qui va m'arriver. Je pense être une personne très spirituelle, mais je suis toujours comme ça, je fais des erreurs, je suis impulsive, je suis l'énergie, je suis la loi du cœur. Je ne me présente pas comme une personne spirituelle élevée qui ne va pas faire d'erreurs parce que c'est un mensonge. Tu sais, j'ai vraiment essayé de séparer l'astrologie de la spiritualité, pas parce qu'elles ne sont pas liées, mais parce que dans mon monde, dans mon univers professionnel, si tu es astrologue, si tu fais du tarot, du reiki ou quelque chose comme ça, tu ne devrais pas faire payer. Mais c'est ça le truc. Je suis une personne très ambitieuse. Je ne vais pas le nier, dans le sens où je vois tout le temps que j'investis à créer du contenu, pas pour les réseaux sociaux, mais pour mon abonnement. Je travaille tous les jours, 4 à 5 heures, juste à enregistrer tout le temps pour les cours que je prends, comme des ateliers et des formations, pas seulement sur l'astrologie, sur d'autres choses aussi. Je constate tous mes efforts et toutes les personnes dans mon entreprise. Astralia est une grande société. Nous avons des personnes au Mexique, en Colombie, en Espagne, aux États-Unis. Nous avions aussi quelque chose comme aux Pays-Bas. Nous sommes vraiment une très, très grande équipe. Donc, je crée du contenu et je crée une entreprise pour subvenir aux besoins de toutes ces personnes. Tu vois ce que je veux dire? Les gens extérieurs ne voient pas ça. Ils pensent que si c'est de l'astrologie et spirituel, il ne faut pas faire payer. Moi, je me dis... Pourquoi les gens disent ça? Donc, je ne suis pas d'accord avec ça.
Non, je ne suis pas d'accord. Je pense vraiment cela, même si j'en subis les conséquences. Dans le sens où, avant moi, je n'ai jamais vu quelqu'un dire, sans s'excuser, c'est mon atelier. C'est ça la valeur. Mon temps a de la valeur. Je travaille sur moi-même, j'essaie d'obtenir plus de diplômes ou plus encore. Tu sais tout ce qu'il faut faire pour y arriver et je crois vraiment qu'il y a une valeur dans la perspective que tu as construite. Tu vois? Donc, j'espère que ça ouvrira des portes à d'autres personnes qui travaillent dans ce type de contenu en disant oui, si je travaille pour votre journal ou votre magazine, voilà combien je facture pour ce travail. Parce que ce que les gens ne savent pas sur l'astrologie, c'est que tu étudies tous les jours, il se passe toujours quelque chose et tu dois affiner ta vision. Parce que sinon, par exemple, c'est ça le problème. Tu vois le monde comme tu es, pas comme il est réellement. Donc, j'ai vu des astrologues dire « Oh, c'est un transit de Pluton, ça va être horrible pour toi », comme ce que ce type m'a fait. Si tu n'ouvres pas ton esprit et que tu ne sors pas de toi-même, tu vas créer du contenu. L'horoscope des 12 signes vu de ta bulle, de ta propre vie. Donc, par exemple, une chose que je fais souvent, c'est d'aller sur des forums d'autres sites d'astrologie. Pourquoi? J'ai besoin d'une autre perspective astrologique, celle d'une autre astrologue. Je dois voir comment elle présente les événements mondiaux et étudier l'histoire de certains transits. Sinon, comme tu l'as dit, sors et vis, parce que sinon ce n'est qu'une petite bulle et ça prend du temps, ça demande des efforts, c'est précieux. Une autre chose comprise cette année, c'est grâce à la méthode créateur et à des rencontres comme toi. Ou comme Gary, c'est pareil, Ce qui est précieux, c'est que tu crées du contenu depuis 18 ans, donc tu peux enseigner aux autres comment faire. Je suis là, tu vois, mais souvent c'est comme tu es doué et que c'est facile pour toi. Les gens pensent que ça doit être gratuit. C'est ça. Donc j'ai de l'expérience dans ce domaine et j'ai aussi de l'expérience dans l'autre. Et j'espère que toutes celles qui font quelque chose par passion peuvent voir qu'il y a beaucoup d'accomplissements tout au long de ce parcours, c'est certain. Dernière réflexion sur ta manière de bâtir cette entreprise incroyable. Parce que je pense que c'est aussi une leçon utile pour ceux qui ont de la passion et qui construisent quelque chose qui les passionne. Ils n'ont pas franchi le cap, mais à mon avis, ils agissent intelligemment et continuent leur travail de 9 à 5. Comment sait-on quand il faut transformer ce passe-temps en quelque chose à plein temps? Par exemple, en faire sa vie et sa carrière. Ma vie n'est pas un bon exemple car je travaillais de 9 à 5 puis de 8 heures à 3 heures du matin. Mon patron m'a licencié de mon travail de 9 à 5 en disant que ma place n'était pas ici. Tu aimes vraiment l'astrologie, tu fais tes propres trucs, je vais te laisser partir avec 2 mois payés. Mais tu sais, je suis tellement reconnaissante pour ça. Mais d'après ce que j'ai vu, beaucoup de gens ont sauté le pas parce qu'ils savaient qu'ils voulaient le faire. Et ils commencent à économiser ce qu'ils appellent un fonds « va te faire voir ». Tu en as déjà entendu parler? Tu connais? Oui, j'en ai entendu parler. Voilà, il faut avoir au moins 6 à 9 mois de toutes les dépenses dont tu as besoin et ensuite tu te lances. Je ne suis pas un bon exemple. C'était une autre époque et une situation différente. Mais si je devais le faire maintenant, je garderais mon travail et je commencerais à travailler sur mon projet quoi qu'il arrive. Petit à petit, en prêtant attention aux deux, chercher des opportunités d'affaires dans ce projet, c'est ma passion. Tu sais, dans la Kabbale, ils disent que la chose que tu aimerais le plus, ta passion, ne devrait pas être ta principale source de revenus. Parce que c'est tellement pur que rien ne devrait le souiller d'une certaine manière. Donc, je crois vraiment qu'il faut essayer de garder ta passion vivante et puiser dans cette énergie pour faire les choses que tu dois faire pour continuer à avancer dans la vie. Mais commence à économiser. Sache ce que tu dois t'attendre à dépenser et ce que tu n'as pas besoin de dépenser. Économise assez pour avoir ce moment où tu sens que c'est le bon moment de sauter le pas, mais moi, je ne sauterai pas le pas. Si je n'avais pas, une source de revenus, quelque chose qui fonctionne, comme peut-être un modèle d'affaires ou une idée, je ferais pareil. Au début, j'ignorais ce qu'était un modèle d'affaires. Je ne savais rien, ni sur les impôts, ni sur quoi que ce soit. J'ai dû tout apprendre sur le tas. Si je devais recommencer, j'apprendrais d'abord à gérer mon argent dans ma vie personnelle. Comme moi, quelle est ma relation avec l'argent? Quelle est ma relation avec la croissance? Quelle est ma relation avec les sacrifices nécessaires? Et puis, je ferais ça comme si j'avais l'impression de savoir ce que je fais. Et d'ailleurs, c'est un excellent patron à avoir, qui comprend que tu devrais faire quelque chose de différent dans ta vie.
Est-ce qu'il y a eu un moment où tu as douté de toi? Je suis sûr que, laisse-moi reformuler, quand tu construis une entreprise, il y a toujours des moments où tu doutes et tu remets en question tes choix. Mais est-ce qu'il y a eu un moment où tu t'es vraiment demandé, genre, qu'est-ce que je suis en train de faire en me lançant dans cette aventure? Ou bien est-ce que tu as toujours eu l'impression que c'était fait pour toi? Depuis que j'ai commencé, j'ai toujours senti que c'était quelque chose que je voulais faire. Même si je ne gagnais pas d'argent, je ferais quand même de l'astrologie. C'est sûr, c'est sûr. Mais j'ai eu des doutes, pas sur le fait de créer du contenu, pas sur le fait de faire de l'astrologie. Par exemple, 2022 a été une année très difficile pour moi parce que je ne savais pas comment être une patronne. Comme comment diriger une équipe, comment gérer peut-être mon feu et mon impulsivité, comment gérer des équipes, créer des groupes, écouter ce qu'ils avaient à dire. Pour moi, c'était très difficile. Ma meilleure amie travaille avec moi. Elle vient du monde de l'entreprise, mais n'a pas apporté cet esprit avec elle. Astrale, mais elle a apporté certaines pratiques qui sont des pratiques saines dans une entreprise. Et pour moi, comprendre ça, c'était comme passer d'un flux naturel et fluide à quelque chose de plus quadrillé. Comme une boîte? Oui, comme une boîte, mais certaines sont nécessaires. Tu vois, on ne peut pas tricher le système sans payer. Il faut tout faire. Oublie même ça. Je veux dire, juste en termes de... Je vais te donner un exemple qui m'arrive. Parfois, quand je suis avec mon petit podcast bricolé, j'ai déjà travaillé dans le monde de l'entreprise. Je n'ai jamais travaillé, mais Tu deviens très à l'aise, par exemple, je gère mon équipe sur WhatsApp. oui. Sauf on est, ce n'est pas professionnel, ce n'est pas professionnel, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Mais tu sais, tu ris, mais non, on rit. Mais c'est vrai, et j'en ai parlé avec d'autres propriétaires d'entreprises, genre on a Slack, et pour moi c'était genre, hey, tu peux m'envoyer ça, et puis c'est genre, non, bonjour, bon matin, genre, ça fait tu ris, Je ris parce que tu es pareil. tu ris. Mais toutes ces petites choses comptent. Prendre le temps de parler ou de dire quelque chose à un membre de ton équipe, par exemple. Cette idée que tu as apportée est incroyable et elle a super bien marché. Et le travail que tu fais, tu penses que ça n'a pas d'importance, mais tu dois vraiment apprendre à diriger. Parce que le succès de ton travail dépend aussi du succès de l'équipe, de ce qu'ils ressentent et de la connexion qui existe dans la vie de tous les jours. Tu l'oublies parfois en créant du contenu, gérant l'entreprise et investissant, mais tu fais partie de leur quotidien. Et peut-être que tu ne le sais pas, mais ils t'admirent et ils observent quoi? Ta façon de les guider pour faire ceci ou cela? Parfois, pas seulement dans les affaires, mais aussi dans la vie. Et tu as, je le sais, c'est comme un autre espace dans ton esprit où tu te dis, d'accord, je dois aussi prendre ça en compte. Il faut vraiment s'investir pour être leader, savoir diriger, assumer et reconnaître ses erreurs. Et aussi investir dans leur développement. Organisons un atelier, invitons quelqu'un, méditons ensemble, car c'est notre pratique. Je remercie Dieu. J'ai quelqu'un, comme la fille des ressources humaines, elle est incroyable et elle s'occupe toujours de ces choses-là. Donc oui, ça a aussi été tout un parcours d'apprendre ces choses-là. Oui, mais je veux dire, encore une fois, si c'est quelque chose auquel tu es vraiment engagé, je vais juste le dire une dernière fois. Quand tu fais le premier pas, tu finis par comprendre. Vraiment, tu finis par comprendre. Ça semble beaucoup, mais tous les clichés sont vrais. Ne compare pas la 10e année de quelqu'un à ta première. Agis, implique-toi et choisis bien ton entourage. Ça finit par marcher. Mais je me remets en question dans ce sens. Est-ce que je suis faite pour être propriétaire? Est-ce que j'ai besoin de quelqu'un pour ça? C'est dans ces situations-là que je me sens frustrée ou que j'ai l'impression de ne pas en faire assez. Je devrais faire comme avant et j'ai sauté le pas, comme je le faisais avant. Je me souviens qu'il y a 4 ou 5 ans, j'avais l'impression que tout mon travail consistait à faire de l'astrologie. Mais non, c'est aussi être patronne et chercher une autre entreprise. Il y a plus, mais je pense qu'on s'y habitue avec le temps. On s'y habitue avec le temps. Je pense aussi que c'est un très bon point, un point très important. Donc, même si tu fais quelque chose qui te passionne, beaucoup du travail nécessaire pour transformer cette passion en entreprise ne sera pas des choses qui te passionneront. Mais ça en fait partie. Ça en fait partie. Donc, beaucoup de choses comme le recrutement, les ventes, le leadership, le marketing, les ressources humaines, tout ça font partie du processus. Ce ne sont pas des choses qui passionnent tout le monde. Peut-être certains, mais pas beaucoup. Peu de gens sont passionnés par ça. Certains le sont. Moi, non. Tu serais surprise,
Tu crois être sociable Oui, oui, je le suis, je pense. parce que certaines personnes ne sont pas comme ça. Je crois que c'est pour ça que j'aime le faire. Je pense être sociable, mais tous ces petits détails, comme dire bonjour, bon matin, etc., au début, ce n'était pas naturel. Maintenant, c'est instinctif dans tout ce que je fais et j'en vois vraiment la valeur pour tous ceux qui nous écoutent et qui se disent mince, ça fait beaucoup de choses. Tu grandis, tu as le temps et tu évolues petit à petit. Assume tes erreurs. Ayez ça, même si peut-être tu gères des personnes dans différentes villes ou endroits. Oui, ils ont tous cette politique de porte ouverte où tu peux venir me voir et me demander tout ce que tu veux. Je ne crois pas dans mon entreprise à la notion de moi ici, toi là. On est toutes ouvertes à échanger des idées, à faire du brainstorming, à me donner des conseils. Je n'embauche jamais quelqu'un qui adore la marque, car je ne veux pas travailler avec ce type de personne, qui est juste là en mode « Oh, j'adore l'astrologie » ou « Moi, astral, je suis fan ». Ce n'est pas que je n'aime pas. J'aime quand les gens me critiquent de la bonne manière, avec une critique constructive et saine. Parce que je sais que ça va aider à faire grandir la marque et à créer quelque chose de meilleur. Mais c'est aussi pour ça que les personnes dont tu t'entoures, comme tu l'as dit, ne peuvent pas être seulement des fans. Ils doivent être professionnels, compétents et à l'aise pour s'exprimer et te dire quand quelque chose est juste. Et tu crées cet espace. Avec ton attitude, tu crées cet espace. Quand ils peuvent dire « Et je pense qu'on pourrait changer ça ou ceci ou cela », et je pense que c'est aussi sain dans d'autres relations, tu dois aussi voir ce que tu ignores de toi-même. Parfois, si je demande à mes amis et ils me répondent « Oui, tu fais peur » et je me dis « Ah, je ne me vois pas ainsi », mais il faut poser ces questions. Il y a cette pratique avant Rosh Hashanah dans la Kabbale, tu sais, le mois avant Rosh Hashanah, le mois d'Elul Elul. Tu demandes aux personnes les plus proches de toi de te dire des choses que tu ne vois pas sur toi-même. Et c'est drôle parce que tu penses te connaître toi-même. Et puis ces personnes te disent « Je vis avec toi tous les jours », tu fais tout ça et tu te dis « Ah, indigné ». Mais c'est vrai, ça arrive. Il faut apprendre à se voir de l'extérieur. Je pense que c'est très sage parce que même les personnes qui pensent être conscientes d'elles-mêmes et qui pensent se connaître, qui tu es n'est en fait pas qui tu penses être. Qui tu es, c'est la façon dont les autres te perçoivent. C'est ta réalité, c'est la réalité. Ce n'est pas ta réalité, mais la réalité. Peu importe que tu te penses bon ou mauvais, gentil ou méchant. Si les gens ne te perçoivent pas comme ça ne fait aucune différence. J'ignorais que cela se faisait dans le judaïsme. Pas dans le judaïsme, dans la Kabbale. Je ne sais pas. La Kabbale a des racines, comme la Kabbale a des racines dans le judaïsme, mais elle a évolué. C'est le même calendrier et tout, mais n'importe qui peut pratiquer la Kabbale et je respecte toutes les fêtes et tout ça. Et je fais cette pratique avec mon mari. Avant, je la faisais avec mes amis, aussi dans le tube AB, c'est un peu kabbalistique, comme le jour de l'amour. Nous échangions du quartz rose, nous habillions en blanc et faisions nos vœux pour l'année suivante. Comme toujours, je faisais tout. Maintenant, je fais ces pratiques avec mon mari. Et c'est vraiment intéressant parce que la Kabbale essaie toujours de t'apprendre à trouver un moyen de sortir de ton ego, je suppose. Par exemple, la façon dont tu te vois en astrologie, c'est comme si on avait cette méthode. Par exemple, le soleil correspond à l'image que tu penses donner, tandis que l'ascendant reflète ta relation avec toi-même. Et quand tu comprends les deux, tu te dis, il y a un énorme fossé entre ce que je projette et ce que je suis vraiment. Donc, c'est comme, je trouve, comme tout. Tu trouveras comment comprendre ces choses issues de la Kabbale, numérologie, astrologie et design humain. Tu vas toujours trouver un moyen de comprendre qui est ce que je pense être et qu'est-ce que je projette. Donc, toutes ces idées et pratiques, elles mènent toutes vraiment au même résultat final. Oui, tu choisis ton parapluie, mais essaie de choisir quelque chose pour te voir toi-même. Comment as-tu choisi ce que tu voulais inclure dans tes enseignements? Comment as-tu fait? D'accord. Donc, pour les personnes qui ne comprennent pas les différentes versions de l'astrologie, je sais qu'il y a plusieurs versions différentes. Je ne connais pas tous les noms, mais il existe plusieurs versions différentes. Mais il y a aussi, par exemple, le design humain. Il y a la Kabbale, que je connais juste parce qu'il y a des racines dans le judaïsme pour la Kabbale. Je ne connais rien au design humain, mais j'ai déjà entendu des gens en parler. Donc, il y a tellement de domaines différents. Comment as-tu choisi ce que tu voulais inclure?
ce que tu voulais apprendre. Comment combines-tu tout ça? Est-ce qu'il y en a qui ne sont pas vraiment légitimes, d'autres qui le sont plus? Comment fais-tu ce choix? Parce qu'il y en a tellement. Et je pense que c'est encore un tout autre sujet, mais je crois que c'est une idée valable. Je pense qu'à mesure que les gens et la société se sont éloignés des versions traditionnelles de la religion et de Dieu, ils sont devenus un peu plus laïques. Je crois que ces pratiques ont comblé un vide, parce que Fond pour la foi. pour la foi, n'est-ce pas? Les gens ont toujours besoin de foi. Et je pense en fait que c'est très sain d'avoir la foi. Parce que si tu n'as pas la foi, alors je pense que tu as beaucoup de mal à mettre ton ego de côté. Parce que pendant un instant, si tu n'as pas foi en quelque chose de plus grand que toi, la chose la plus importante dans ta vie, c'est toi-même. Et je pense que c'est très dangereux. Je pense que ce n'est pas une bonne façon de vivre sa vie. Donc pour moi, je n'ai vraiment pas, tu sais, d'importance concernant ce que quelqu'un d'autre croit ou ne croit pas. Je pense que le pire serait de croire que leur ego est le plus important. Oui, le Dieu, oui, je pense que c'est très, très, très toxique. Je pense aussi qu'il y a cette idée que lorsque vous retirez Dieu de la société, les gens trouvent des dieux dans d'autres choses. Et ça peut être l'astrologie qui devient ce à quoi ils se réfèrent, ce qui est très bien. Mais ça devient très mauvais quand ce Dieu se transforme en un vice comme le travail, l'argent ou autre chose, n'est-ce pas? Où il croit n'être ici que pour servir l'argent, le travail ou autre chose. Il existe des millions de vices comme l'alcool, la drogue ou le jeu qui peuvent remplacer la foi et la spiritualité. Mais, cela étant dit, si quelqu'un essaie de comprendre ce qu'il doit écouter, ce qu'il ne doit pas écouter, peut-être qu'il n'a pas de Dieu religieux traditionnel dans sa vie. Comment les aidez-vous à faire le tri? Il y a tant d'informations, aidez-les à distinguer l'essentiel de ce qu'ils peuvent ignorer. Là, vous pouvez aussi partager votre expérience, par exemple, comment vous avez procédé, parce que vous avez probablement une vue d'ensemble sur tout ce qui est plus récent. Je ne l'ai pas, par exemple, j'ai parlé du design humain. Hier, j'ai eu, lors d'une réunion de classe en direct, un étudiant a posé une question sur le design humain. Je suis très franche en disant quand je ne sais pas quelque chose et je ne sais pas grand-chose, je ne sais rien du tout sur le design humain. On m'a qualifié de manifesto ou similaire, mais cela ne m'a jamais intéressé. En fait, je suis ce qui attire vraiment mon attention. Je crois vraiment que pour moi, c'est comme ça, je ne sais pas pour les autres. Je pense que la foi est saine quand elle se remet en question, dans ce sens-là. Par exemple, en cours, je dis « Voici la situation astrologique. Je vais vous poser ces questions. » Remettez même en question ce que je dis. Comment l'avez-vous vécu? Pour moi, je prends ce qui a fonctionné en faisant le travail sur moi-même sans placer la certitude à l'extérieur. Donc, par exemple, la Kabbale pose beaucoup de questions. J'ai fait une psychanalyse pendant 8 ans comme thérapie et il y avait beaucoup de questions. Comme en psychanalyse, il n'y a pas vraiment de « Ah, c'est ça » ou « C'était cela ». Chaque séance se terminait par une question, comme une question ouverte qui me faisait réfléchir à beaucoup de choses. Donc, je suis tout ce qui me permet de prendre le temps de réfléchir sans jamais me mettre dans la position de Dieu, comme si j'étais Dieu. Non, mais la certitude et le travail sont en moi, pas à l'extérieur. Et par exemple, en astrologie, beaucoup de gens utilisent l'astrologie en disant, par exemple, tu es lion, donc c'est comme ça que tu es. Je ne crois pas à ça. Je crois que chaque thème est unique et je crois aussi que tu vas choisir ce que tu veux montrer à partir de ce thème, même sans t'en rendre compte, tu comprends? Donc, tout ce qui te colle une étiquette et te met dans une petite case, je ne suis pas d'accord avec ça. J'ai besoin d'avoir de l'espace pour me remettre en question, pour remettre les choses en question, et je suis ce que je pense. Ça a marché pour moi. Comment je le sais? Parce que ça a marché pour moi. Ça m'a aidé à grandir, ça m'a aidé à aider d'autres personnes. Ou cela m'a donné une source de force dans des moments très difficiles, mais jamais, jamais, comme je l'ai dit, en mettant la certitude à l'extérieur. Je ne dis pas aux gens quoi faire. Je demande comment est l'énergie, comment se manifeste-t-elle? Et ensuite, je pose la question, comment tu la ressens? Qu'est-ce que tu as envie d'en faire comme ça? C'est plutôt comme un dialogue. Je ne veux jamais me poser en gourou, ni prétendre tout savoir ou dicter comment être. Comme je te l'ai dit, c'est ce que je ressens. Beaucoup de personnes ont utilisé l'astrologie ou d'autres formes de pensée philosophique comme celle-ci depuis une position de supériorité. Et je n'y crois pas. Tu ressens ça parfois. L'astrologie, j'imagine, c'est ancienne.
C'est une sagesse ancienne. La Kabbale est aussi une sagesse très ancienne. Qu'est-ce qui est plus New Age? Je pense qu'il y a beaucoup de choses qui existent depuis longtemps. Par exemple, le design humain. Je n'ai aucune idée depuis combien de temps ça existe, mais j'ai l'impression que c'est devenu plus à la mode ces 10 dernières années, peut-être. Cela pourrait simplement être ce à quoi je pense, comme la spiritualité New Age ou porter sur quelque chose d'ancien, comme la Kabbale. Et puis ça devient populaire et les gens commencent à l'étudier et alors ça semble plus New Age, même si ça existe depuis longtemps. La Kabbale est fascinante car elle a connu des vagues. Je me rappelle quand Madonna en a parlé vers 1998. C'est passé, revenu, puis reparti. Et j'ai vu qu'à partir de 2024, c'est vraiment revenu, comme vraiment revenu. Mais là, je vais mentionner quelques transits astrologiques. Nous avons le nœud nord en Poisson, donc nous avons des éclipses en Poisson. Et chaque fois que cela arrive, il y a comme une quête de foi et de spiritualité. Les gens ont besoin de quelque chose à quoi se raccrocher. C'est comme une sorte de renaissance. Ça peut être l'astrologie, à la Kabbale ou autre. En ce moment, vous verrez, pour moi, les réseaux sociaux montrent l'ambiance et l'humeur des gens. Et j'ai vu qu'avec le catholicisme ou le judaïsme, tout devient plus fort, mais je ne le vois pas comme « oh, c'est le christianisme » ou « c'est le judaïsme ». Pour moi, c'est juste, d'accord. C'est la spiritualité. Il se passe quelque chose ici avec la foi. Les gens ont besoin de quelque chose à quoi s'accrocher. C'est ce qui rend la chose intéressante. Donc, quand tu vois cet indicateur astrologique, tu le vois vraiment se manifester dans la vie réelle. À chaque fois qu'il y a un grand transit qui arrive. Par exemple, en ce moment, nous avons des éclipses en Vierge et en Poisson. À chaque fois que nous avons des éclipses en Vierge et en Poisson comme ça, par exemple, la Vierge est le nœud sud. En ce moment, il va y avoir une recherche dans le soin de soi, chaque petit détail, toutes les étapes que tu fais pour ta routine du matin. Tu sais, pour la dernière fois qu'on a eu ces éclipses, c'était il y a 19 ans ce type d'éclipse. Donc, je ne peux pas dire « Oh, il y a 19 ans, on avait Instagram et tout le monde postait sa routine. » Avant cette éclipse, j'ai donné un cours en mars 2024 en disant à mes élèves « D'accord, ces éclipses arrivent. Vierge, c'est le signe du corps et de toutes les routines. Nous allons avoir des éclipses là-bas. » Donc, vous allez voir une recherche dans tout ce qui concerne les routines et la monétisation de tout. Parce que l'année dernière, je voyais déjà des gens avec la bague Aura essayant d'obtenir des analyses pour tout. J'ai dit que ça allait s'intensifier. Poisson est l'autre signe où il y aura des éclipses. Tout va tourner autour de la spiritualité, de la foi, et tout ça, je le dis avant même que le transit commence. Ensuite, je me demande ce qu'on a vu à ce sujet, notamment la recherche. Avant ces éclipses, nous l'avions en Bélier et en Balance. Chaque fois qu'il y a des éclipses en Bélier et en Balance, il y a beaucoup de choses liées à la guerre et la Balance gouverne les relations. Et mon exemple était, voyons ce qui va arriver à Bumble et à Match parce que la Balance va avoir des éclipses. Puisque les éclipses touchent le signe des relations et que tout le monde cherche à se connecter en ligne, voyons ce qui arrivera. J'ignorais ce qui allait arriver. Les éclipses sont survenues. Et quelque chose qu'on a vu, comme les tendances sur les réseaux sociaux, c'était la génération Z qui disait « Je ne veux pas utiliser Hinge » ou « Je ne veux pas faire ça parce que je veux rencontrer des gens dans la vraie vie ». Donc, on commence à voir les tendances et ensuite on les voit dans la vraie vie. Non, c'est super intéressant. Il y a cet astrologue, Richard Tarnas. Il a ce livre qui s'appelle « Cosmos et Psyché ». C'est le gros livre. Tout ce qu'il a fait, c'est parler des transits à travers l'histoire et des manifestations qui se sont produites. Il disait que l'astrologie n'est pas une science, mais une pseudo-science. Mais c'est la science de l'observation. Chaque fois que nous avons un certain type de transit, ce sont les manifestations qui se produisent. Donc, par exemple, tous les 36 ans, Pluton et Saturne entrent en conjonction. Et chaque fois que cela se produit, il y a, par exemple, la grippe espagnole. En 1982, c'était le syndrome d'immunodéficience acquise. Il y a toujours une sorte de virus que les gens ne comprennent pas au début. Et puis voilà. Donc, en 1982, c'était la première fois qu'il faisait face au syndrome d'immunodéficience acquise. Et puis, en 2020, il y a eu le coronavirus. Donc, Richard Tarnas a dit, je ne sais pas ce qui va se passer en 2020, mais à chaque fois que cela arrive, il y a un virus. Donc, c'est ça le truc.
L'astrologie repose beaucoup sur l'observation des transits à travers l'histoire. Donc, à chaque fois qu'un transit va arriver, j'explique à mes élèves ce qui s'est passé auparavant. L'histoire ne se répétera pas de la même façon car nous sommes à une autre époque. Par exemple, la guerre ne sera pas la même qu'en 1942, ce ne sera pas pareil. Maintenant, nous avons tellement de technologies. Donc, je présente la base de l'énergie et on la voit se développer avec le temps. C'était la même base, mais en version différente, si vous voyez ce que je veux dire. Je vois exactement ce que vous voulez dire. Par exemple, cette année, nous avons eu beaucoup de transits que je n'ai jamais vécu. Par exemple, Neptune est entré en Bélier. La dernière fois, c'était dans les années 1800, je n'étais pas là. Uranus est entré en Gémeaux il y a 84 ans. Je n'étais pas là. Mais non seulement j'ai expliqué à mes élèves ce qui s'est passé la dernière fois que ce transit a eu lieu, mais j'ai aussi étudié les personnes qui sont nées avec ce transit. Je n'étais pas née lorsque Uranus était en Gémeaux il y a 84 ans, mais nous avons certaines personnes qui sont nées avec ce transit. Et donc, je prends ces personnes et je me dis, d'accord, voyons voir. Par exemple, Trump en fait partie. Il est né avec Uranus en Gémeaux. Comment le décrirais-tu? Ceci, cela, ce transit commence maintenant. Et ses caractéristiques? Tu penses que ça se passe? Donc, par exemple, Uranus en Gémeaux, tu es très radical dans ta façon de penser. C'est soit ceci, soit cela. Et une autre chose qui arrive avec Uranus en Gémeaux, c'est que tu dis une chose, mais dans tes actions, tu fais quelque chose de complètement différent. Donc, je ne quitte jamais le transit, mais j'ai expliqué cela à mes étudiantes. Et hier, j'ai demandé, d'accord, qu'est-ce qu'on a vu à propos de dire quelque chose, puis de faire quelque chose de complètement opposé? Et qu'a-t-on observé sur les personnes très radicales dans leurs pensées? Vous voyez ce que je veux dire? Je sais exactement. Donc, quand vous pensez à l'utilité de l'astrologie, vous voyez une sorte de, comment puis-je le décrire autrement? Comme des tendances macro, vous voyez des tendances macro chez une personne, une personnalité ou un événement sur Terre. À quoi cela ne sert-il pas? Que pensent les gens que l'astrologie peut leur révéler alors que ce n'est pas vrai? Par exemple, est-ce que quelqu'un peut dire, l'astrologie dit par exemple, je sais ce qui va se passer cet après-midi. Est-ce que c'est trop micro? Est-ce que c'est une utilisation trop spécifique de l'astrologie? Premièrement, en astrologie, nous utilisons ce qu'on appelle un orbe. L'orbe est la séparation en degrés mathématiques pour qu'un événement se produise. Il y a des astrologues qui utilisent un orbe très large et ils n'ont pas de précision dans leurs prédictions. L'autre chose, c'est l'esprit étroit. Par exemple, voir un transit de Pluton et dire immédiatement « ça va être la mort ». Parce qu'il y a d'autres façons de l'expliquer. Par exemple, ce que cet astrologue a vu dans mon thème, le soleil à côté du nœud sud, il peut dire « d'accord, le nœud sud est un point de libération ». Donc, si le soleil, qui est l'essence, est à côté du nœud sud, ton essence va être libérée. Et puis, tu peux voir une autre astrologue dire non, en fait, c'est que tu aides les gens à se libérer de toutes leurs pensées. Tu sais, oui. Il est donc essentiel d'ouvrir ton esprit, de continuer à apprendre et d'adopter divers points de vue. Mais oui, si tu regardes les micro-tendances, par exemple, rien qu'aujourd'hui, la Lune a cet aspect. Genre, toutes les 20 minutes et toutes les heures et demie. Si je te dis tout ce qui va se passer aujourd'hui, tu ne vas pas vivre ta vie. Je ne me concentre pas sur les petits transits qui pourraient te rendre folle. Une des choses que je dis aux personnes qui me suivent, c'est « ne venez pas me voir ». Pas comme première chose le matin. Prépare ton état d'esprit, demande-toi comment tu veux que ta journée se passe. Ne cherche pas à ce que l'astrologie te dise comment elle va se passer. Tu sais, je ne veux pas que les gens dépendent de l'astrologie. Je ne veux pas que les gens trouvent leur source de foi uniquement là-dedans. Ce n'est pas ce que je veux enseigner parce que tu vas devenir folle. Il se passe tellement de choses astrologiquement en une journée avec toutes ces micro-tendances ou micro-transits. Je pense qu'ils divertissent simplement les gens. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme si tu t'y accroches, tu es diverti. Quand tu parles toujours du même sujet, c'est bien pour discuter autour d'un café, mais il ne faut pas y rester coincé. Tu dois avoir une vie, tu dois faire tes propres choix. Donc, je me concentre davantage sur les grandes tendances que nous allons voir se développer avec le temps pour que les gens puissent les étudier, les approfondir et s'en faire une idée. Je suppose que les gens deviendraient fous si tu essayais de te concentrer minute par minute. J'ai vu des astrologues, par exemple, il y a des astrologues sur X qui tweetent chaque aspect dès qu'il se produit.
Imagine recevoir toutes les 2 ou 5 minutes des notifications disant « Ceci est parallèle ou à côté de cela ». Tu deviens folle à force. Et moi, personnellement, je ne veux pas ça. Je n'ai aucune notification sur mon téléphone. J'adore le silence. Je détesterais être la personne qui perturbe toujours ton attention, si tu vois ce que je veux dire. Pour moi, l'attention est très importante. Je ne vais pas publier quelque chose juste pour le principe de le faire. À chaque publication, je me dis, j'accorde de l'attention à cette personne. Pourquoi les gens prétendent-ils l'attention? Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est très important d'en être consciente dans ma tête. C'est comme ça que je pense. Non, je pense que c'est intelligent, je pense que c'est sage, je pense ça. Écoute, je ne suis pas un grand fan des réseaux sociaux en général, mais je pense que si tu l'utilises de la bonne manière, ça peut être très bénéfique pour les gens. Mais on n'a pas besoin de plus de gens qui contribuent au stress, à l'anxiété et à un flot constant d'informations. Ce n'est pas sain. Il y a déjà assez de gens qui le font vraiment, qui inondent les autres sans arrêt. Pas seulement l'astrologie, mais aussi il se passe ceci dans le monde ici, et cette guerre a lieu là-bas, et cette mauvaise chose est arrivée là-bas. Si tu peux vraiment apporter beaucoup de valeur à la vie de quelqu'un, c'est magnifique. Mais pas en passant par, tu sais, un bombardement constant d'informations, à la seconde près. Parfois, comme je l'ai déjà dit, la peur est efficace. L'attention est un business, tu sais, et je choisis ce que je regarde. Je choisis ce que je lis, parce que je sais que tout finit par m'affecter. Même lorsque je pense ne pas y croire, tout cela finit par m'affecter. Donc j'essaie de choisir ce que je consomme et je pense aussi de la même façon à ce que je donne. Donc je respecte vraiment ça. Et beaucoup de gens pensent, pour des personnes comme toi ou moi, qu'on passe toute la journée sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas mon cas. La plupart du temps, quand je publie, je regarde les commentaires, mais j'essaie de réduire beaucoup mon temps sur les réseaux sociaux. Parce que, tu sais, on se laisse tellement distraire et c'est très difficile d'avoir une entreprise ou de faire beaucoup de choses quand ton attention est dispersée partout. Je vais sur les réseaux sociaux la journée. Peut-être que ton contenu est comme le mien. La plupart de mon contenu est programmé à l'avance. La plupart de mon contenu est programmé. Je crois vraiment qu'il faut répondre aux questions dans les commentaires parce que tu construis une communauté, tu es là pour eux et je ne laisse pas d'autres personnes répondre aux commentaires. Genre, si tu me vois ou si tu vois une faute de frappe, c'était moi, genre, c'était moi. Mais je ne passe pas la journée à juste regarder des stories. Ça, je le fais à la fin de la journée. Si je vois des mèmes ou des choses drôles, je l'envoie à ma mère et à mes amis parce que j'ai besoin de rigoler un peu. Mais je prends ça très au sérieux et je ne prends pas l'attention des gens pour acquise ni pour effrayer les gens. Ou, par exemple, une autre chose que je ne fais pas, c'est que chaque fois que quelqu'un meurt, certaines astrologues commencent à parler de la personne décédée et à commenter les transits. Je ne fais pas ça par respect. Ce n'est pas à utiliser comme accroche ou pour attirer l'engagement. C'est ce que font les gens. Ouais, ils profitent de ces événements mondiaux vraiment horribles pour créer du contenu. Et tu le vois tout le temps. Je n'ai jamais aimé ça, ni parler des événements mondiaux dans le podcast. Je me demande si je peux avoir plus de vues. Ouais, mais j'ai l'impression que c'est du contenu facile. Je pense aussi. Je crois aussi que moralement et éthiquement, je ne sais pas, je ne peux pas. Par exemple, tu annonces à une nouvelle recrue qu'elle apprendra de nombreuses compétences, mais tu lui confies sans cesse les mêmes tâches. Ça m'a fait réaliser que j'ai probablement perdu beaucoup de bonnes personnes pour des raisons stupides que je n'ai jamais remarquées. Et le recrutement est l'une des choses les plus importantes à comprendre. Donc, si tu gères des gens ou si tu veux simplement comprendre ce qui motive tes collègues, ça vaut le coup d'y jeter un œil. La vérité est dans le travail ou que tu écoutes tes podcasts. ShipStation accompagne les succès. Je trouve cela intéressant car je n'ai jamais entendu parler d'astrologues intégrant autant de disciplines et d'idées dans leur travail. Penses-tu qu'il y a parfois des conflits? Donc, entre la Kabbale et l'astrologie ou d'autres choses, est-ce que tu trouves qu'un enseignement de la Kabbale va à l'encontre de ce que tu apprends en astrologie? Oh oui, bien sûr. L'astrologie traditionnelle, la Kabbale et l'astrologie kabbalistique sont souvent en conflit. Parce que l'astrologie traditionnelle te dit que quelque chose est comme ça et c'est tout. Par exemple, si tu es lion, c'est comme ça que tu es et qui tu es. La Kabbale demande alors, es-tu vraiment cela? Le but principal de l'astrologie kabbalistique, c'était qu'au moment où tu meurs, personne ne puisse dire si tu étais lion ou vierge.
En fait, tout l'intérêt de l'astrologie kabbalistique, c'est de dire, d'accord, voilà le potentiel, mais tu vas t'élever au-dessus de ça. Et à la fin, tu n'es pas étiqueté. Je ne sais pas si je m'explique bien. Tu t'expliques, mais tu débutes avec un guide. L'astrologie en est un pour toi. As un guide, mais celle que je pratique, par exemple, je donne toujours cet exemple parce qu'il est très parlant. Né avec Vénus en Scorpion, selon l'astrologie traditionnelle, je suis jalouse. Et c'est genre super intense. Et genre, je tombe amoureuse une fois et je ne lâche jamais prise. Je suis une personne très passionnée. Mais au lieu d'utiliser cette Vénus en Scorpion dans mes relations, je la mets dans ce que j'aime. Et j'ai un retour sur investissement, au lieu de dire non, je vais juste aimer une seule fois. Par exemple, la Kabbale t'apprend à utiliser cette énergie pour quelque chose. La Kabbale, c'est le partage, c'est ça le but de la Kabbale. Alors, comment utilises-tu ça pour quelque chose? Parfois, il n'est pas nécessaire que ce soit bien ou ait un but, mais faisant quelque chose. La psychanalyse t'enseigne cela aussi. Tu es en colère. Que veux-tu faire de cette énergie? Tu vois ce que je veux dire? Genre, tout a une utilité dans ma tête, il y a toujours quelque chose à en faire. Pourquoi l'astrologie traditionnelle est-elle aussi rigide? En quoi cela aide-t-il quelqu'un? Tu sais quoi? Je ne pense pas que ce soit rigide. Ce n'est pas l'astrologie, c'est la personne qui la présente. Tu vois ce que je veux dire? Mais je pense que ça change. Je vois qu'il y a comme une nouvelle vague d'astrologues. Ce n'est pas une question d'âge. Ils ne sont pas tous comme le général C. Je crois vraiment qu'il y a eu une ouverture et je vois plus de gens créer du contenu d'une manière qui vise à t'aider à te développer plutôt que de te mettre dans une case ou de t'étiqueter. Je pense que ce côté étiquetage de l'astrologie était très difficile, peut-être au début des années 2000, mais ça a beaucoup évolué et je reconnais vraiment cela. Aussi, tu sais, tu vas rire, mais il y a beaucoup de gens qui ne sont peut-être pas astrologues, mais qui créent, par exemple, du contenu drôle sur l'astrologie. Certains astrologues sérieux diront peut-être qu'ils n'aident pas la cause, mais tu sais quoi? Je crois vraiment que les personnes qui créent des mèmes sur l'astrologie aident à deux choses. Cela s'explique par deux raisons. Ils attirent vers l'astrologie des personnes qui ne s'y seraient peut-être jamais intéressées. Plus ça grandit, mieux c'est. Pourquoi pas? Et deuxièmement, j'adore l'humour. Je pense qu'enseigner avec humour est très intelligent. Et si je peux t'apprendre quelque chose avec humour et que tu peux voir le côté léger de quelque chose qui t'affectait jusqu'à présent. Tu avais l'impression que c'était très lourd, mais peut-être que ça t'ouvre à te dire, d'accord, ce n'est pas si difficile, je vais travailler là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Donc je crois vraiment que tout aide un peu. Un peu. Non, je suis d'accord avec toi. Je pense que, écoute, si tu essaies d'influencer quelqu'un, et encore une fois, ce n'est pas seulement avec l'astrologie, mais si tu essaies d'influencer quelqu'un et d'enseigner quoi que ce soit à quelqu'un, tu dois les rejoindre là où ils en sont. Exactement. Oui, tu dois vraiment le faire. Je veux dire, c'est pour ça que beaucoup de personnes dans la politique utilisent des mèmes pour faire passer une idéologie. Tu vois, c'est même pas une question de politique, mais le fait est que ça fonctionne. Pour qu'on te comprenne, va à la rencontre de l'autre là où il en est, et l'humour et les mèmes, c'est culturellement pertinent. Exactement, c'est un langage. Ce langage est compris de tous, idéal pour attirer une génération plus jeune. Tu dois plaisanter sur certaines choses, ne prends pas la vie trop au sérieux non plus, parce que ça éveille la curiosité, tu vois, et ils commencent à apprendre. L'astrologie a un langage complexe si tu ne le connais pas. On parle de sextile, conjonction, parallèle, sans savoir ce que cela signifie. Et je sais que si tu ne connais pas ça, dès que tu entends quelque chose comme ça, tu décroches. Tu ne peux pas, parce que tu ne peux pas suivre. Je pense vraiment que quand je te parle dans une langue, tu peux comprendre. Mon but, c'est que tu me comprennes. Non. Demande-toi toujours quel est ton but final. Aussi, pense toujours à ça. Je vois beaucoup de gens, pas seulement en astrologie, mais dans la vie en général, qui parlent des relations, pas seulement des relations amoureuses. C'est comme, voilà comment ça m'affecte, voilà ce qui m'arrive. Mais tu arrives aussi aux autres, tu sais. Es-tu consciente de ton impact sur les autres? Donc, je suis toujours très attentive à me demander, d'accord, quand je dis ça, est-ce que ça va aider les gens à comprendre ou pas? Et j'utilise le langage le plus simple ou les exemples les plus simples. Dans la vie réelle, j'ai l'impression de créer l'astrologie pour des personnes comme moi. Je veux me connecter à quelque chose tout en comprenant et poursuivant ma vie. Donc, je pense que plus c'est simple, mieux c'est. Ton message doit être comme de l'eau qui va partout. Parle-moi du contournement spirituel.
Alors, qu'est-ce que le contournement spirituel? Parce que je pense que on a beaucoup parlé, tu sais, de ne pas simplement enlever la responsabilité personnelle parce qu'on croit en quelque chose. On ne peut pas juste supprimer la responsabilité personnelle. Je ne connaissais pas ce terme. Quoi? L'évitement spirituel, c'est quand tu utilises n'importe quoi de spirituel pour éviter la responsabilité, par exemple. Donc, c'est littéralement ce que c'est. C'est littéralement ça. Mais par exemple, dans le monde de l'astrologie, ce serait oh, j'ai oublié de venir au podcast, même si on avait un accord, parce que Mercure était rétrograde. Tu vois ce que je veux dire? Ou, par exemple, oui, j'ai réagi de façon explosive. La Lune était conjointe à Mars aujourd'hui. Donc, si tu viens me voir avec ce genre d'excuses, du style mon chien a mangé mes devoirs, laisse tomber. Mais aussi dans la vie, alors c'est quoi la spiritualité pour toi? Laisse-moi te demander. Pour moi, c'est croire en plus grand que soi. C'est être mis sur cette terre pour agir avec éthique, faire de mon mieux et apporter de la valeur au monde. Ne pas laisser un héritage pour que mon nom soit retenu, mais en laisser un à mes enfants afin qu'ils transmettent mes valeurs à la génération suivante. Pour moi, la spiritualité, c'est juste faire le bien au-delà de soi. C'est génial. Pour moi, la spiritualité, c'est bien. Il y a un esprit qui est entré dans ce corps, sur cette terre, dans ce monde fini. Nous sommes des êtres matériels, n'est-ce pas? Et il voit au-delà du matériel. Par exemple, on discute simplement, mais peut-être que cela peut déclencher quelque chose au-delà de toi et moi, quelque chose comme ça. Pour beaucoup de gens, la spiritualité, c'est méditer tous les jours, ou aller au temple, ou à l'église chaque jour, ou chaque semaine, faire du yoga tout le temps. Tu n'as pas idée du nombre de messages en colère? Je reçois de la part de personnes qui disent « Ok, je ne suis pas spirituelle parce que j'utilise du maquillage », ou de personnes qui disent que je ne suis pas spirituelle parce que je fais payer mes Services. Oui, donc pour moi, la spiritualité, c'est qu'il y a une seule règle. Je fais ce que je dis que je vais faire. Je réfléchis vraiment aux conséquences des choses que je vais faire. Et j'essaie de ne pas voir les choses simplement comme si je les prenais pour acquises, juste ce que je vois. Il y a 99% de tout ce que je vois. Tu vois ce que je veux dire? Genre, peu importe ce que je vois. Dans ce monde matériel, c'est la dernière étape de la manifestation. Tout ce que nous voyons de matériel vient d'une idée, ça vient d'une énergie. Pour moi, être spirituel, c'est ne jamais oublier qu'il y a quelque chose au-delà de ce que nous pouvons simplement voir. Je me souviens donc être allée à ce cours et la professeure a dit « Pour moi, c'est plus spirituel. Si quelqu'un casse ma fenêtre, vient de me voir et dit « Je suis désolée, j'ai cassé ta fenêtre. Je ne peux peut-être pas te payer aujourd'hui, mais j'en prends la responsabilité. » Qu'une personne dise « J'ai cassé une fenêtre, mais je vais prier et faire ceci. » Et c'est comme tu as une responsabilité. Tout le reste que tu prends comme excuse pour ne pas assumer ta responsabilité, c'est un contournement. Et j'applique aussi cela à l'astrologie. Quand des gens disent « Cela m'est arrivé à cause de ceci ou cela », par exemple, non, j'ai le cerveau embrumé car Mercure s'oppose à Saturne. Et je me dis « Ma fille, si ce brouillard dure depuis longtemps, fais un bilan hormonal. » Peut-être qu'il y a de la moisissure chez toi. Fais un bilan hormonal. Non, soyons réalistes, comme nous l'avons fait. J'appelle ça l'école dans le sens où, d'accord, je suis un esprit qui s'est incarné et qui vit cette expérience. Qu'est-ce que je vais faire de ça? Mais je dois quand même prendre mes responsabilités en compte. Je dois vraiment assumer ce que je fais et mes erreurs surtout, en sachant toujours que je ne suis pas, comme on l'a dit avant, ce Dieu ou cet ego. Tu vois ce que je veux dire? J'aime beaucoup ça. Il y a une citation de toi que j'ai trouvée vraiment, vraiment intelligente. Et je pense que cela rejoint le concept de contournement spirituel. Refuser toute responsabilité et considérer que tout ce qui t'arrive de négatif n'est jamais ta faute. La citation dit que tu ne seras pas heureux sans malheur, car il faut être pleinement vivant pour l'être. Donc je pense que, je ne sais pas si c'est un peu exagéré, mais j'ai l'impression que si les gens utilisent l'évitement spirituel, ils se disent ainsi que tout ce qui va mal dans leur vie n'est pas leur faute, sans en assumer la responsabilité. Ils ne profitent pas des aspects positifs de leur vie car ils n'ont jamais assumé les mauvais. Tu sais, Maïtis, il y a aussi les gens qui disent que tout arrive pour une raison, tu vois. Mais pourquoi tu penses que c'est comme ça? Parce que nous sommes des machines à donner du sens. Quoi qu'il arrive, ton cerveau va trouver un moyen de dire « Oh, c'est pour ça que ça arrive », comme une association.
Je crois que quand tu comprends comment fonctionne l'esprit, comment fonctionne le corps, comment fonctionne aussi l'énergie, tu comprends que toute la gamme des émotions sert à quelque chose. Donc, tu ne peux nier aucune de ces parties. Comme revenir à la partie spirituelle et matérielle, disons qu'être spirituel, c'est juste être complètement détaché du monde matériel. Mais comment vas-tu complètement te détacher de ta santé ou de prendre soin de ton corps? Ou par exemple, si tu as une famille, ou prendre soin de ta famille et veiller à subvenir à leurs besoins. Si tu as une famille, n'est-ce pas la chose la plus spirituelle de penser à comment tu vas subvenir à leurs besoins? Bien sûr, oui, c'est ça le truc. Je pense que tout ce qui te détache et t'emmène dans l'extrême ne va pas t'aider à vivre ce que tu es venu vivre. Tu vois? C'est tout ce contraste qui fait que la vie a du piquant. Donc, je pense que les termes doivent évoluer autour de la spiritualité ou du contournement spirituel et vraiment connecter le 360 de ce que nous sommes. Cette citation que tu as mentionnée sur le malheur, oui, tu as besoin de ce contraste pour voir. Tu as besoin de tes erreurs pour... Mais tu dois croire que tes erreurs t'appartiennent. Exactement, oui, mais aussi tes émotions t'appartiennent. Comme si tout se passait, comme si ça se passait en toi. Comprends-le et crée à partir de ça. Ne fuis pas ça. Même tout sert à quelque chose. Comme je l'ai dit, parfois, j'ai fait des choses à cause de traumatisme. Non, par exemple, quand tu me demandes est-ce que tu as fait ça parce que tu voulais essayer de prouver que ce gars avait tort, je ne crois pas que ce soit l'un de mes principes. Mais, par exemple, je suis le genre de personne qui, si mon réservoir d'essence est à moitié plein, je veux le remplir tout de suite. Et je sais que c'est une réaction liée à un traumatisme comme d'autres choses, mais ça sert à quelque chose. Une fois que tu vois ça, tu sais quoi en faire. Quand tu vois bonheur et malheur, en acceptant le malheur, tu le maîtrises et tu te dis, ça fait partie de tout. D'accord, tu crées quelque chose à partir de ça. Genre, ne néglige pas l'une de tes erreurs ou expériences parce que tout contribue à l'endroit où tu vas aller dans la vie. Tu vois ce que je veux dire? Ah, je comprends ce que tu veux dire. Tu ressens ou tu vois. Avec les gens qui gravitent autour de l'astrologie, ils la voient comme un pansement pour quelque chose dans leur vie. Juste en général, en parlant de généralité. Pas tout le monde, évidemment, mais tu as l'impression que la majorité des gens, tu dois en quelque sorte reformuler à quoi ça sert vraiment, par opposition à ce qu'ils recherchent. Oui, et je pense que ça arrive avec l'amour, mais ça arrive dans tout. Parce que, par exemple, ce genre de podcast que tu fais, encore aujourd'hui, si j'ai le temps le matin, je commence souvent par écouter quelque chose d'inspirant. Et je sais que parfois c'est juste un pansement, mais ça m'aide à briser des plafonds de verre imaginaires. Parfois, quand tu interviews quelqu'un qui dit quelque chose qui résonne en moi, tu peux utiliser n'importe quoi comme pansement. Oui, l'astrologie va être comme ça. C'est comme un énorme pansement, mais tout dépend de la façon dont tu les guides. Est-ce que je vais permettre que ça continue d'être un pansement? Une fois que tu arrives sur mon contenu et que tu commences à entendre « Oh, mais comment tu gères ça? » Est-ce que c'est ta responsabilité? Peut-être que je ne suis pas cette créatrice de contenu qui va te bercer pour t'endormir. Peut-être que je suis plutôt comme une petite gifle. Comme ça, Peut-être comme une douce gifle cosmique. Mais je n'ai jamais, je le répète souvent dans mon groupe d'abonnement, je ne m'attends pas à ce que tu y restes toujours. Je veux juste que tu comprennes les bases et que tu passes à autre chose, comme que tu en sortes diplômé. qu'est-ce que ça a été? Parce que, évidemment, l'astrologie et la Kabbale est littéralement tout ce que tu as apporté dans ta vie. C'était toujours pour le développement personnel. Un certain vide. Quel a été le développement personnel le plus marquant que tu as connu? Qu'est-ce qui a changé dans ta vie? Le plus? Parmi les choses que j'ai étudiées, Oui, qu'est-ce qui t'a vraiment aidé? honnêtement, la Kabbale, Et qu'est-ce que ça t'a apporté? parce que cette façon de penser, d'être plus proactive dans le sens de est-ce que je vais laisser ça être un obstacle ou un tremplin? Comme je l'ai dit, nous sommes des machines à donner du sens. Donc, le Titanic pour quelqu'un peut être un bateau de l'amour pour quelqu'un d'autre. C'est juste une question de perspective. Je crois vraiment qu'il est utile pour toi d'essayer de voir quelque chose de difficile comme quelque chose de supportable. Ça va me façonner ou ça va me donner la force que je sais que j'ai.
Je veux dire, c'est pratique pour toi de penser comme ça. Je crois vraiment que si tu dois te forger un état d'esprit, choisis-en un qui t'aide, pas un qui te fait sentir en dessous de ton potentiel. Je pense que cet état d'esprit, même présenté comme un récit, reste un vrai programme. Ça m'a aidé à traverser des moments très difficiles. C'est la capacité de choisir comment je veux voir les choses. Et je ne choisis pas toujours de voir les circonstances comme non, ce n'est rien, ce ne sont que des licornes. J'essaye de le voir de façon objective, mais la façon dont je me parle à moi-même, tu vois ce que je veux dire, ça a changé la façon dont je me parle à moi-même. Une autre chose qui m'a vraiment changé, c'est la méditation. Et je sais que c'est un cliché, mais le fait est que je ne suis vraiment pas patiente. Mon esprit pense et crée sans cesse. M'asseoir et juste respirer était donc très difficile pour moi. Je fais toujours quelque chose. Mais il y a eu un déclic quand j'ai enfin réussi à le faire. Et honnêtement, je ne le fais pas tous les jours. Quand je réalise comment je parle, à moi-même notamment, je remarque que beaucoup de gens se parlent ainsi chaque jour. Et beaucoup de gens ne sont pas conscients des mots qu'ils utilisent. J'ai vu des gens dire « Oh, je suis tellement stupide ». Vous savez, ça arrive tout le temps, et je crois vraiment que cela crée votre concept de soi. Ça, c'est sûr à 1000%. Aussi d'un point de vue biologique, Et puis vous le ressentez. Oui, si vous dites « Je suis stressé, je suis stressé, je suis stressé », oui. Tout augmente, c'est prouvé scientifiquement. Donc, la Kabbale m'a fait faire une pause, puis je me suis mise à la méditation. Et ensuite, j'ai commencé à changer la façon dont je me parlais à moi-même. Puis j'ai commencé les pages quotidiennes. Tu en as déjà entendu parler? juste écrire tous les jours. Ouais, non, je n'ai jamais entendu parler des pages quotidiennes, mais j'écris aussi tous les jours, juste pour ma propre santé mentale, pour être tout à fait honnête. C'était vraiment une révolution pour moi. Comme de l'écriture en flux libre. Non, je faisais déjà les pages quotidiennes en écriture libre. Je ne sais pas si c'est une marque déposée ou quelque chose comme ça. Je n'en ai aucune idée. C'est comme ça que je l'appelle. Chaque jour, j'écris au présent des choses que je veux avoir, comme je veux que ça arrive. Par exemple, Je veux que ce podcast se passe bien. non. Non. Ce podcast va bien se passer, ça va bien se passer. Ou, par exemple, je suis patiente, je suis gentille, je suis une auditrice patiente. Ce n'est pas le cas, c'est quelque chose que je veux développer, mais tu l'écris au présent. Et ton cerveau ne vérifie pas tout cela. Donc, quand tu le dis, disons, tu vas m'appeler, et je me dis, je veux être patiente. Non, je suis patiente, je suis gentille. Je suis une auditrice patiente. Il y a plus de chances que je sois une auditrice patiente quand tu me parles que si j'étais simplement en pilote automatique. Donc, je fais ça tous les jours pour les choses que je veux. J'écris au présent. Et à ce moment-là, tu commences à créer de nouveaux chemins pour que ça arrive et tu t'entraînes encore et encore. Alors, disons que cette semaine, avant chaque réunion que j'ai, je suis une leader. Je suis une leader patiente. Disons que je fais ça pour 5 réunions que j'ai cette semaine et puis la semaine prochaine, je le fais avant 3 réunions. Je suis déjà en train de le pratiquer. Ça évolue progressivement, c'est une nouvelle manière d'être, un peu comme fait semblant jusqu'à réussir. Sauf que là, tu prends littéralement la personnalité de cette chose et ensuite tu deviens vraiment cette chose. Pour moi, ça a marché, ça a marché. J'ai commencé à le faire l'année dernière et pour moi, ça a fonctionné. Mais ça dépend de la façon dont tu le fais. Je suppose que certaines personnes le font en se disant « je suis millionnaire, je suis… » Moi, je le fais sur des traits que je veux améliorer chez moi. Cet exemple illustre ma journée type. Je fais preuve de patience et d'écoute. Comme ces choses-là que je sais parce que je vais toujours vite et je pense très vite, donc, ça a créé comme ce nouveau personnage, jusqu'à ce que tu deviennes ce personnage. Bon, tu vois ce que je veux dire. Si les gens consomment ton contenu, qu'ils connaissent ton contenu et qu'ils cherchent à s'aider eux-mêmes à changer leur vie, quelque chose ne va pas dans leur vie et ils se tournent vers l'astrologie ou écoutent ce podcast et ils cherchent simplement des conseils. Tu as dit qu'on ne peut pas enlever la responsabilité personnelle, mais quel est le conseil à donner à quelqu'un qui traverse des difficultés et qui cherche de la sagesse dans l'astrologie? La Kabbale avec ton contenu, autre chose? Où aller? Qui écouter? Par quoi commencer? Je tente de partager du contenu en story et j'ai aussi 2 chaînes sur Instagram où je fais des lives comme Voice. J'adore les messages vocaux. Donc, je pense que c'est l'une des choses que j'aime le plus sur cette plateforme. S'ils me suivent,
qu'ils me suivent sur Instagram parce que si je dois partager quelque chose, c'est là que je partage le plus. Les chaînes me permettent de laisser des notes vocales et je laisse toujours des notes vocales qui ne sont pas liées à l'astrologie. C'est plutôt des réflexions sur la journée. Et beaucoup de gens me disent que cette réflexion sur la journée les a beaucoup aidés, que ça leur a permis de voir les choses différemment. Donc, je commencerai par là, simplement en regardant les histoires dans les stories. Donc, comme je vous l'ai dit, l'astrologie est comme un parapluie et je vous en parle, parfois même sans que vous sachiez que ça se passe. Vous savez d'où vient la sagesse, et c'est ainsi que vous devez l'interpréter. Exactement. J'essaie toujours de me demander qu'est-ce que je veux que les gens ressentent quand ils arrivent sur l'une de mes pages. Je veux inspirer les gens, qu'ils soient énergisés et prêts à saisir la journée ainsi. Donc, j'essaie toujours de partager des choses comme ça, pas avec des licornes et des bonbons, mais avec une approche réaliste, une approche du quotidien. Des choses simples. Mais je suis très consciente de la façon dont je veux que les gens se sentent. Commencez simplement dans l'histoire. Lisez pour voir si cela résonne en vous. Si ça ne résonne pas en vous, ce n'est pas grave. Tout va bien. Beaucoup de gens me disent chaque jour que l'astrologie n'est pas une science et que ça ne fonctionne pas, mais je ne me dispute jamais. Je pense que chacun devrait prendre ce qui lui convient sur le moment et si ça éveille quelque chose, ils continueront. Je ne crois pas à imposer ou prouver quoi que ce soit à quelqu'un. Non, ce n'est pas ma façon de penser. Et si les gens veulent l'utiliser comme un outil, non pas encore une fois pour se déresponsabiliser, mais pour mieux se comprendre eux-mêmes, ils vont consommer votre contenu. Mais où commence-t-on vraiment à découvrir qui on est? L'abonnement. C'est comme dans l'abonnement. En ce moment, je donne des cours 3 fois par semaine et ça va vous aider. Que vous soyez vraiment débutante, intermédiaire ou avancée, vous allez trouver quelque chose pour vous. Ça ne va pas seulement vous apprendre à comprendre votre thème, mais aussi à comprendre le langage de l'astrologie. Aussi, chaque lundi, je donne ce cours qui ne parle pas d'astrologie, mais plutôt d'état d'esprit. Comment fonctionne votre cerveau? Changez votre état d'esprit, aimez. Soyez consciente de votre concept de soi, de vos préjugés et de ce qui vous échappe. Nous évoluons vers cela. Je ne crois pas que j'aime l'astrologie, mais je pense qu'elle doit être associée à d'autres outils qui poussent les gens à prendre leurs responsabilités. Parce que lorsque vous découvrez l'astrologie pour la première fois, vous parlez de planètes qui sont là-bas, et parfois vous pensez que la faute vient des étoiles. Avec l'esprit de la Kabbale, je fournis aux gens d'autres moyens d'affirmer leur présence. Voilà ce que nous faisons cette semaine et j'ai une continuité. Par exemple, ce lundi va avec le lundi suivant, donc tu progresses étape par étape. Donc, j'ai vraiment l'impression qu'il y a comme une... Je suis responsable de ces personnes. Donc, je continue à développer les outils un par un. Nous vous dirons par où commencer, comment avancer étape par étape dans l'abonnement si vous êtes nouvelle. Les gens aiment ça, ils pensent tout comprendre. Parfois, oui, je me dis que je suis en retard en cours. Ce cours durait 1 heure. Certaines personnes aiment les cours longs, d'autres préfèrent aller plus lentement. Je comprends ça, c'est pour ça que j'y crois. Si tu veux vraiment te connaître et faire une pause dans ta vie, alors suis ce cours. 30 minutes pour moi, c'est un excellent outil, c'est une façon incroyable de commencer. Mon objectif, c'est que tu t'écoutes, que tu aies ce moment-là. Certaines personnes le font avec le yoga, d'autres le font avec d'autres choses. Hier, une des étudiantes m'a dit « Tu n'as pas idée, juste t'écouter ». Parfois, je t'écoute et je ne suis pas en train de remplir mon tableau ou de vérifier mon tableau, mais juste prendre une pause et t'écouter, c'est comme le moment que j'ai avec moi-même. Tout ce qui aide, ma fille, tout ce qui aide. J'adore ça. Dernière chose, j'aime toujours demander si tu as tant appris au cours de ta vie. Et maintenant, tu enseignes tout un tas de sujets différents à tes élèves et à ta communauté. Mais si tu devais choisir une idée, l'une des plus marquantes, qui a vraiment aidé à façonner ta vie, tu pourrais l'enseigner à ton toi de 20 ans, à ton toi plus jeune. Ça pourrait être une leçon que tu voudrais transmettre à la prochaine génération, juste quelque chose qui ressort vraiment. Quelle serait cette leçon et pourquoi? Je prends cette question comme si je devais dire quelque chose à mon moi plus jeune. Et je dirais que tu crées ta propre destinée. Pour moi, croire qu'il existe des tendances énergétiques, pas des tendances de mode, croire qu'il existe des tendances énergétiques
y croire, c'est sûr, mais il y a des choses que nous sommes venus expérimenter dans cette vie, mais j'ai la liberté de choisir comment je vais traverser ces situations. Je pense que ça a été mon plus grand apprentissage, de me sentir comme ça. J'ai le choix. Je ne suis pas juste enfermée dans cette petite boîte où tout est écrit et je ne suis pas simplement condamnée à avoir une certaine vie. Tu sais, je crois vraiment que, par exemple, je suis venue pour rencontrer cette personne et pour faire ceci ou cela, mais tu peux toujours choisir comment. Tu vois ce que je veux dire. Le comment dépend de toi.